C'est en Méditerranée, au Cap Sissier, que nous retrouvons deux baroudeurs des océans. Ici même, il y a près de 30 ans, les deux hommes avaient plongé dans les eaux des égouts de la ville de Toulon. Aujourd'hui, ils vont replonger au même endroit pour faire un nouvel état des lieux. Le professeur Vicente a plongé dans toutes les mers du globe et formé des générations d'étudiants. Christian Pétron compte parmi les meilleurs cinéastes sous-marins. Tu sais, Vincent, c'était ici il y a 25 ans où tous les rejets de la ville se faisaient sans aucune épuration et en profondeur, et Christian peut le dire. Ah, c'était l'horreur. Nous avions constaté à l'époque que sur l'ensemble du littoral méditerranéen français, c'était des eaux brutes sans aucune épuration qui étaient rejetées. Et nous avions recensé alors près de 440 émissaires, c'est-à-dire 440 tuyaux qui se rejetaient à diverses distances de la côte en profondeur. Peu à peu, l'opinion prend conscience de la gravité des pollutions. Mais les pouvoirs publics rechignent toujours à faire respecter la réglementation et à engager des moyens pour lutter contre ce fléau. Le professeur Vicente et Christian Pétron décident de frapper un grand coup médiatique. À leurs risques et périls, ils plongent à la sortie de l'égout de Sissier. Leur but, ramener des images suffisamment chocs pour faire réagir politiques et décideurs. Vous voyez la pollution en surface? En surface, c'était marron. Ah ouais, ouais. En surface, il y avait une espèce de halo marron. Et nous, on était dessous. Quand on est passé la nappe marron pour plonger, et après, on était dessous dans une espèce d'halo halo jaunâtre. C'était l'horreur, la plongée. Les plus abominables de ma vie. Ouais, l'enfer dedans. Le film qu'il réalise, Pollutions et nuisances sur le littoral méditerranéen, est à l'origine du plan d'assainissement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, il me semble que c'était vraiment là. Hein, au niveau du voilà, rocher, de là, toute manière, par rapport à la trace qu'il y a, l'ancienne. Le tube, là, le tube qui rejetait les eaux brutes. Ouais. C'était là, je crois. Hein. Donc, ben, on y va. Allez. Okay. Allez, Vincent, on se prépare. Maintenant, tu vois le sable par rapport à ce qu'on voyait avant où c'était des couverts de papier hygiénique, de pots de tomates, c'était un cloaque abominable. Le sable est bien oxygéné, voilà. Et en plus, il y a du poisson, il y a diverses espèces, les algues, tu as vu, hein, Vincent, les asparagopsis. Oui, là, on a même vu un spirographe qui était pas loin de... Le spirographe, près de la sortie, près du rocher. Mais quand ça crache bien quand même. Oui, ça crache bien. Bon. C'est sans commune mesure. Sans commune mesure. Connu, il y a 30 ans. Alors dans 25 ans, c'est Vincent qui suivra ça. C'est à toi de suivre l'évolution à présent. On te passe le témoin. D'accord. Voilà. Pas de problème.
Et suite aux prises de conscience et notamment aux alertes de la communauté scientifique, de gros travaux ont été engagés sur les plans techniques, politiques et scientifiques pour permettre d'équiper justement nos collectivités de stations d'épuration. Et on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec à peu près 65 systèmes d'assainissement sur le littoral. En gros, chaque collectivité est aujourd'hui équipée d'une station d'épuration ou d'un système de dépollution. Voilà l'eau telle qu'elle arrive dans la station au petit matin. Et ici, l'eau telle qu'elle en sort après à peu près 4 heures de traitement qui commence par un pré-traitement, des grillages grossiers, des sablages, des huilages, ensuite un traitement physico-chimique et puis un traitement biologique avant le rejet à la mer. Dans la continuité d'une gestion globale du littoral, on enregistre la mise en place d'actions de reconquête des espaces côtiers. Elles s'inscrivent dans le cadre régional de contrats de baie, comme celui de la rade de Toulon. C'est l'une des premières applications importantes du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Le contrat de baie, c'est un acte consensuel de tous les partenaires, tous les utilisateurs de la rade. C'est premièrement redonner à la rade une qualité de son eau, et pour cela il faut aussi agir sur les bassins versants, mais aussi permettre un développement de l'activité économique dans la rade, ou tout au moins sauver celle qui existe. Grâce au contrat de baie, depuis plusieurs années, on a pu constater beaucoup d'améliorations sur la qualité de l'eau. On le voit au quotidien avec aucun problème sanitaire, aucune pathologie, rien qui nuit à notre activité. Et puis on le voit aussi avec nos collègues par cœur pour qui l'activité fonctionne bien. À quoi ça ressemble au bout de 18 mois? Alors si on peut effectivement reconnaître ce succès en matière de politique d'assainissement, il faut aussi garder à l'esprit qu'on a beaucoup de choses à faire à l'avenir. Et au-delà de l'aspect assainissement, les récents travaux, notamment ceux liés aux directives européennes, nous interpellent sur les autres formes de pression à la Méditerranée, notamment les usages maritimes ou les espèces invasives. Il n'en demeure pas moins que certaines volets encore restent un peu énigmatiques pour nous. Je pense aux effets des médicaments, par exemple. C'est tout à fait nouveau en termes d'approche. Et dans la partie microbiologie qui a été développée d'une façon très efficace par l'Institut Paul Ricard, il y a aussi quelques avancées à faire parce que on a traité un certain nombre de ces microbes, mais il y en a encore d'autres à comprendre en termes de devenir dans le milieu marin et surtout en termes d'assainissement vis-à-vis des activités qui sont la baignade et qui sont les coquillages. En dehors des grandes usines à dépolluer, il existe des procédés naturels de traitement des rejets urbains. Ainsi, les systèmes de lagunage et jardins filtrants sont bien adaptés aux petites communes. Au terme d'une longue concertation, nous avons fait le choix de ce type, de ce process d'assainissement appelé jardin filtrant. En fait, qui consiste tout simplement à utiliser ce que les ressources naturelles produisent, notamment les plantes, à les organiser rationnellement en les plantant par étages sur des lagunes successives pour que l'eau y circulant lentement puisse être piégée par les racines de ces végétaux, transformée, et que notamment les nutriments qu'elle contient puissent nourrir des végétaux que nous pouvons sur place cultiver, transformer et en tout cas maîtriser. Donc là on utilise au départ des végétaux comme les typhas qui sont capables d'encaisser le gros de la charge, mais petit à petit on va aussi trouver des végétaux plus sensibles comme les iris, comme certains cyrpes ou même certaines glycéries. Alors dans cette station, il y a à peu près 1,5 hectare en eau, il y a 1,5 hectare d'espace vert. Donc on a largement assez d'espace vert pour pouvoir réutiliser sur site toute la matière qui est produite. Donc on est en zéro rejet non seulement au niveau de l'eau, mais aussi pour tous les coproduits générés par le site.
Si dans le cas des grandes métropoles, le zéro rejet à la mer n'est pas toujours possible, on peut envisager la réutilisation des eaux après traitement. Cela permettrait de réduire les pollutions d'origine urbaine et industrielle et ainsi d'économiser la ressource en eau douce. Vu les nouvelles normes européennes, il était important de construire une nouvelle station d'épuration qui avait la possibilité donc de traiter 60 000 habitants équivalents avec un système donc biologique permettant de supprimer certaines bactéries. Dans un premier temps, nous allons utiliser 2000 m3 jour pour envoyer cette eau vers un lac naturel qui se trouve au golfe de Sainte-Maxime, qui va nous permettre d'économiser sur la ressource en eau potable déjà 2000 m3. Dans les années à venir, l'eau risque d'être plutôt rare, chère. Et donc ce type de projet peut être promoteur effectivement pour pouvoir à l'avenir se faire une idée de ce que pourrait être la valorisation de ces eaux usées, que ce soit des fins industrielles ou des fins agricoles ou autres. Et cette mise en perspective peut être intéressante à l'avenir.